Il y a un sujet dont on parle souvent entre potes, mais rarement pendant longtemps avant que ça devienne vraiment gênant. Ce sujet-là, c'est l'argent. Et c'est normal, entre la comparaison sociale, la peur de paraître bête, la peur de la vie des autres, le sujet parfois un petit peu tabou dans notre pays, c'est parfois un petit peu difficile de se livrer sur le sujet et de se dire vraiment les choses. Pour résoudre ça, il y a un livre qui est absolument excellent qui s'appelle Psychology of Money de Morgan Housel, dans lequel il va donner 20 leçons qu'il a appris sur l'argent et qu'il essaye de nous transmettre. C'est un livre qui est super court, qui se lit plutôt bien et qui est assez direct dans le style. J'en ai retenu 10 leçons et je te les partage aujourd'hui. Avant d'aller un peu plus loin, je m'appelle Antoine, je suis passionné par la productivité et par l'entrepreneuriat. On parle de tout ça dans cette chaîne, donc si ces sujets te plaisent, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Le premier élément que nous transmet Morgan, c'est que chacun a une expérience différente avec l'argent, que ce soit de par notre milieu social, de là où on a grandi, des risques qu'on est prêt à prendre, de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc il ne faut absolument pas se juger les uns les autres. On a tous des objectifs différents, tous des parcours de vie qui sont absolument différents. Donc il faut gérer son argent de la manière qui nous convient nous-mêmes et pas qui fait plaisir aux autres. Donc quand vous en parlez entre potes, évitez de vous juger les uns les autres ou de dire je pense que t'as tort ou je pense que t'as raison. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent et il faut juste l'avoir en tête pour éviter de se comparer. Cette leçon-là, c'est un petit peu la base pour ensuite nous permettre de voir des choses qui sont un petit peu plus pointues. La deuxième leçon que je retiens de ce livre, c'est que la chance et le risque doivent clairement être pris en compte au moment de prendre des décisions financières. Il y a une phrase qui m'a un petit peu marqué dans laquelle il dit « Le monde est trop complexe pour que 100% de nos actions dictent 100% de nos résultats ». Et c'est tout bête, mais effectivement, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes, qui nous dépassent largement. Typiquement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir et qui a plongé les marchés financiers dans des éléments un petit peu plus difficiles ou qui a tendu certaines chaînes d'approvisionnement. Donc, t'as beau avoir fait le meilleur placement du monde avant que ça n'arrive, potentiellement, tout s'est effondré entre-temps et ça vaut beaucoup moins d'argent. Donc la chance et le risque sont beaucoup plus importants qu'on y pense. Il ne faut pas trop se concentrer sur les actions qu'on a, mais plutôt sur le système financier qu'on met en place, sur les placements réguliers qu'on réalise pour nous permettre de construire une richesse sur le long terme. Le troisième élément que j'ai retenu, c'est qu'il est débile de risquer quelque chose d'important pour nous pour un retour qui n'est pas du tout important. Typiquement, aujourd'hui, si vous pariez 10 000 € sur une action ou sur un placement financier en particulier, ça peut représenter beaucoup d'argent. En tout cas, pour moi, si je parie 10 000 € aujourd'hui sur un truc, ça peut représenter beaucoup d'argent. Le perdre, ça me ferait super chier. Et pour autant, le return que je peux avoir dessus, même en faisant x5, ce serait 50 000 €, ce serait quelque chose qui n'est pas si énorme que ça, qui serait pas life-changing du tout. Donc c'est absolument débile de risquer un truc qui est trop important pour vous, pour un truc qui ne vaut vraiment pas grand-chose. Essayez de gérer votre argent d'une manière qui vous fait bien dormir, on reviendra là-dessus, mais ne risquez pas tout. Ce qui compte, c'est d'être là sur le long terme, c'est comme ça que les vraies richesses se construisent, donc ne risquez pas de tout perdre. La quatrième leçon, je me la suis prise comme une claque dans la gueule parce que vraiment c'était quelques phrases qui étaient ultra stylées et donc je les ai écrites juste ici, je vais vous les dire. Il y a deux phrases que j'ai retenues. La première c'est "Wealth is what you don't see" et la deuxième c'est "Less ego, more wealth". Et en gros, la première, wealth is what you don't see, ça veut dire la richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Il a ultra raison là-dessus, c'est parfois facile de se comparer à certaines personnes quand on les voit avec une belle montre, une belle voiture, des belles fringues ou en train de consommer des trucs de ouf dans des restos. Sauf qu'en fait, ça veut pas spécialement dire que cette personne-là est riche, ça veut surtout dire que cette personne est plus pauvre du montant qu'elle a dépensé pour acheter ces éléments. Donc la richesse, c'est ce qui n'a pas encore été converti dans quelque chose de physique. Essayez de garder ça à l'esprit avant de faire des achats impulsifs ou des achats de statut qui ne vous serviront à rien et qui ne rendront pas plus heureux sur le long terme. Le deuxième élément sur Less Ego, More Wealth, il est même allé un tout petit peu plus loin et il a défini la richesse comme la différence entre ton ego et tes revenus et je trouve ça ultra intéressant puisque si tu as un ego qui est bien inférieur à tes revenus, tu peux tout simplement mettre de côté, faire des placements financiers et du coup construire ta richesse. Si tu as un ego qui est bien supérieur à tes revenus, tu vas juste cramer ton argent en permanence, tout le temps être pauvre et ce sera ultra dommage. Donc, less ego, more wealth. Essayer de se concentrer là-dessus, c'est parfois ultra dur, surtout quand on est un peu sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est ultra difficile de ne pas vouloir faire des belles stories dans des beaux endroits, mais sur le long terme, c'est ce qui perd. Le cinquième élément que je retiens de ce livre, c'est de miser sur les intérêts composés. C'est un truc qui paraît évident, mais c'est ultra important. Les intérêts composés, c'est tout simplement le fait que les intérêts vont produire petit à petit des intérêts sur les intérêts eux-mêmes. Donc autrement dit, la première année, tu gagnes des intérêts uniquement sur l'argent que tu as investi, mais à partir de la deuxième année, tu gagnes des intérêts sur l'argent que tu as investi, plus les intérêts que tu as gagnés la première année, puis la troisième année, tu vas gagner de l'argent sur tout ce que tu as investi, plus les intérêts de la première année et de la deuxième année, et ainsi de suite, et ça va créer une sorte de snowball effect qui fait que tes placements financiers sont en général exponentiels, en tout cas le retour sur investissement de tes placements financiers sont souvent
exponentielle. Miser sur les intérêts composés, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire investir de manière régulière sur des actifs. Ça veut aussi dire ne pas les interrompre. Donc continuer à investir, continuer, peu importe ce qui se passe pour que la magie puisse s'opérer et que les rendements puissent arriver. Tout ça, ça prend du temps. Il y a deux grands leviers pour maximiser les intérêts composés. Le premier, c'est le temps, et le deuxième, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt varie en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre. Et puisqu'on est sur des placements de long terme, on peut se permettre de prendre un peu de risque dessus pour aller chercher des trucs qui sont autour de 7 à 10% par an. En général, c'est ce qui va se trouver dans du marché action un petit peu risqué. Et le deuxième levier, c'est le temps. Et plus vous laissez le temps se faire, plus ça va compound. C'est pour ça qu'il faut commencer à placer très jeune, à mettre un petit peu de côté très jeune. C'est parfois ultra dur de se le faire dire quand on a 20-25 ans. Mais même mettre 50 balles de côté tous les mois dans des actions, dans une assurance vie ou peu importe, ce sera toujours ultra utile dans le futur et ça produira des retours que vous serez content d'avoir. Donc, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Sixième élément de ce livre, c'est vous n'avez pas besoin d'une bonne raison pour épargner. On vient d'en parler un tout petit peu sur le fait de mettre un peu de côté tous les mois. Mais en fait, si vous attendez une raison pour mettre de côté, c'est pas vraiment de l'épargne ou de la construction de richesse que vous êtes en train de faire, c'est juste des dépenses différées. Vous vous dites, j'ai besoin de X euros pour m'acheter tel truc. À la fin, c'est sûr que l'argent sert à ça sert à en profiter, ça sert à kiffer. Mais vous n'avez pas besoin d'une raison particulière pour mettre de côté, vous n'avez pas besoin d'avoir un projet d'acheter un voilier ou un chalet à la montagne ou de faire des vacances de ouf. Juste mettez un peu d'argent de côté tous les mois et vous inquiétez pas, vous trouverez une bonne manière de l'utiliser dans 20 ans ou dans 30 ans. Et quand bien même vous ne trouvez pas une bonne manière de l'utiliser, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'appeler, je vous donnerai une bonne manière de l'utiliser. Mais quand bien même vous ne trouvez pas, en cas de coup dur, ça vous sera toujours utile. Donc un petit peu de côté tous les mois, franchement c'est nécessaire. Septième élément que je retiens de ce livre, et je l'ai noté juste là, c'est avoir le contrôle de son temps et le dividende le plus important que peut donner l'argent. Et c'est vrai que c'est un truc qui est assez ouf, avoir le contrôle de son temps, c'est-à-dire pouvoir échanger de l'argent contre du temps qu'on va gagner, c'est vraiment là où se situe la richesse. Il y a énormément d'études qui ont démontré que l'impact de la richesse sur le bonheur arrive sur une courbe marginale qui est négative, donc autrement dit, ça croît d'abord beaucoup, puis ça croît de moins en moins vite avec la richesse qui s'accumule, et tout ça, ça se fait à un point d'inflexion, qui est un moment où on ne peut plus acheter du temps contre de l'argent. Autrement dit, si vous avez l'opportunité d'avoir une personne qui s'occupe de votre ménage par exemple, ou de vous faire livrer les courses, de ne plus y aller, ou de ne plus cuisiner vous-même, ou beaucoup moins, c'est vraiment ce qui va faire la différence, puisque vous allez pouvoir gagner du temps et éviter de faire des trucs qui sont vraiment trop relous. Donc, essayez de gagner du temps, investissez votre argent dans le temps que vous pouvez gagner. Même dans votre boulot d'ailleurs, si vous développez une boîte, ayez recours à quelques freelances qui vont vous faire gagner un max de temps. Ce sera la meilleure manière pour vous de faire les choses de manière plus sereine, avec plus d'impact et d'avoir un niveau de bonheur bien supérieur. Le huitième élément que je retiens de Psychology of Money, c'est un élément qui m'a beaucoup frappé et qui dit « Les histoires sont de loin les forces les plus puissantes de l'économie ». C'est un truc qui m'a marqué parce qu'en fait, quand on parle d'économie, on voit des statistiques, on voit des graphes de ouf, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la force la plus puissante. La force la plus puissante, c'est l'histoire que chacun d'entre nous se raconte sur l'argent ou sur les éléments dans lesquels on investit. Par exemple, si tu te dis, je suis certain que cette action va monter parce que X ou Y, parce que c'est une entreprise de l'espace, parce que le marché est comme ci, comme ça, quoi qu'il arrive, tu vas finir par y croire et cette histoire-là, elle va te rentrer dans la tête et tu vas quand même investir dedans, même si c'est pas rationnel. Cette histoire-là, elle se fait à l'échelle perso, mais elle se fait aussi à l'échelle de toute une société. T'as plein de commentateurs qui racontent plein de choses sur l'économie en permanence et c'est comme ça que tu finis par te faire un avis sur certains points et en fait, tu vas t'en foutre un peu des stats puisque tu vas dire, ouais, cette boîte, elle est un peu endettée ou je pense que la conjoncture est comme ci, comme ça, mais la vérité, c'est que je crois qu'il va se passer ça, et là tu vas commencer à te raconter une histoire, et du coup à prendre des décisions en fonction de cette histoire que tu te racontes. C'est pas du tout mauvais, c'est normal, on se raconte tous des histoires, que ce soit sur notre argent, sur nos vies ou sur ce qu'on fait, mais pour autant il faut que tu l'aies en tête au moment où tu prends des décisions, et c'est aussi pour ça que tu ne peux pas juger les autres pour les décisions financières qu'ils prennent, puisque chacun se raconte ses propres histoires. Tu peux avoir des histoires qui sont complètement différentes entre deux personnes, n'oublie jamais ça au moment où tu prends une décision. Neuvième élément qui est ultra important, je t'en ai dit un tout petit mot juste avant, mais c'est gère ton argent de la manière qui te permet de bien dormir la nuit. Franchement, ce serait débile de t'exposer de ouf à des risques incroyables, mais juste où tu n'arrives plus à fermer l'œil. Déjà parce que le sommeil est ultra important, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, donc n'oublie pas de t'abonner. Mais si tu n'arrives pas à dormir à cause de ton argent, c'est clairement que tu as un vrai problème. C'est certes sûrement un problème de riche, mais ça reste ultra relou. Donc ne fais surtout pas ça, gère ton argent de la manière qui te permet d'être le plus serein et le plus tranquille et tu verras ton niveau de bonheur exploser. C'est à ça que sert vraiment l'argent.
Donc ne fais pas de conneries avec ça. Et enfin, le dernier élément que je veux te transmettre, c'est garde de la place pour les erreurs que tu peux faire. C'est quelque chose que moi je fais pas du tout assez. Je me dis ok, je mets mon argent là-dessus et ça part. Sauf qu'en fait, il peut toujours se passer quelque chose de pas bien, il peut toujours se passer quelque chose d'extérieur à ton contrôle qui fait que tu perds tout ton argent, tout ce que tu avais investi à un endroit. Donc garde en tête qu'il peut se passer quelque chose de pas ouf, garde un peu d'argent de côté à peu de rendement mais qui te permet de vivre beaucoup plus longtemps et de ne pas te mettre trop en difficulté. Et si tu fais ça, tu seras beaucoup plus tranquille et ça contribuera au fait que tu dors mieux la nuit. Donc je te recommande 100 fois de le faire. De mon côté, j'ai vraiment kiffé ce livre, j'ai trouvé qu'il était ultra cool, il permet de remettre des fondamentaux sur la gestion de son argent d'un point de vue perso, il permet aussi de dépassionner certaines discussions que tu peux avoir avec tes potes sur le sujet. Moi j'en retiens 3 choses que j'essaye d'appliquer plus pour moi d'un point de vue perso, ou en tout cas c'est 3 éléments que j'essaye de plus mettre en place. Le premier, c'est de continuer à investir de manière plutôt passive sur les mêmes fonds tous les mois, donc sur des ETF, sur le S&P 500 ou sur d'autres types d'ETF, mais en gros de mettre un petit peu d'argent tous les mois dessus sans trop regarder ce qui se passe. Le deuxième élément, c'est d'adopter encore plus le wealth is what you don't see. Vraiment, c'est un truc de ouf. À chaque fois, je commence à me comparer à quelqu'un en me disant oui, mais lui, il a telle montre, ou il a fait telle vacance ou tel resto et tout. À chaque fois, je me dis la richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, j'essaie de me concentrer là-dessus et de me concentrer plutôt sur mon bonheur et sur la manière dont je peux bien dormir la nuit, plus que sur la manière dont je peux acheter des trucs de ouf. Évidemment, je me paye quand même des vacances et je vais quand même dans des beaux restos et je kiffe quand même plein de trucs, c'est fait pour, mais en tout cas dans ma gestion de l'argent, j'évite de me comparer. Et enfin, le dernier élément, c'est j'essaie de m'interroger davantage sur le style de vie que je veux, plus que sur des montants en particulier. Quand on pense argent, on a plutôt tendance à se dire il me faut X euros de côté ou X euros sur tel ou tel truc, sauf que c'est pas trop ça le sujet. La question qu'il faut se poser, c'est quel style de vie on veut, qu'est-ce qu'on veut faire tous les jours et adopter un comportement en fonction de ça. Donc j'essaie de m'interroger sur le style de vie que je veux, je dis pas que c'est facile et je dis pas du tout que j'ai la réponse, c'est d'ailleurs une réponse qui change assez régulièrement, mais c'est ultra efficace pour réfléchir sur comment bien placer son argent. En tout cas, j'essaie de le faire, donc je vous invite à faire pareil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à lire Psychology of Money, c'est un excellent bouquin. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous souhaite le meilleur, à bientôt, salut.